La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour la 15e édition de la semaine de la pop philosophie. Donc, cette année, la thématique est liberté, équité et solidarité. Alors ce soir, nous allons accueillir deux personnes, dont Jean-Vincent Alain, bienvenue, que je vais présenter, qui est politologue et professeur des sciences politiques à l'université Panthéon-Assas à Paris, où il dirige le master relations internationales et est également directeur scientifique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Où vous dirigez sans doute la revue scientifique Le Champ sur Mars. Donc, pour citer deux de ses publications, il y a donc, Le pouvoir, paru aux éditions Sciences humaines, comme vous le dites, et notamment La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie, aux éditions Perrin. Donc, aussi, pour lequel vous avez reçu un prix, Maréchal Foch. De l'Académie française. Donc vous allez nous parler et nous présenter Machiavel en Ukraine. Et dans un deuxième temps, nous allons accueillir Martin Legros, philosophe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine, qui va nous présenter Nous sommes l'un pour l'autre, retour sur le solidarisme. Donc Martin Legros, nous sommes ravis de réaccueillir pour ce festival. Et philosophe de l'Université de Bruxelles et notamment étudié les sciences politiques à Paris, où il a été chercheur au Fonds national de la recherche scientifique. Mais aussi lecteur et chroniqueur pour l'émission télévisée et littéraire Le Bateau Libre sur France 5. Donc spécialiste de philosophie politique, auteur de nombreux articles, notamment sur Machiavel et Arendt. Ces thèmes de réflexion sont centrés autour des transformations du pouvoir de l'autorité à l'âge démocratique. Donc, parmi ces écrits, on peut citer Pantopie, un livre d'entretien avec Michel Serres aux éditions Pompidou. Voilà, bienvenue, notamment. Et avant de passer à ces deux conférences, j'aimerais rappeler aussi, déjà remercier le Théâtre de l'Homme pour l'accueil dans cette magnifique salle. Et vous rappeler que ce festival prend fin demain. Donc on convie aussi à participer demain au FLAC, donc à la Cité d'Art Contemporain. Il y aura 3 autres conférences et le soir, pour la soirée de clôture, pour célébrer autour d'une thématique coupe à mulet avec une historienne qui va nous parler de bikini et l'évolution de cette tenue à travers le temps, et notamment accompagnée d'un concert de musique cubaine. Donc voilà, haute couleur et les sons. Donc voilà, je vous remercie vivement de votre présence ce soir et je passe la parole à Jean-Vincent Alain. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à l'ensemble de
l'équipe de rencontre de la philosophie, en particulier à Jean Serrano, et François Teilhard, dont j'ai fait la connaissance à l'instant de leur invitation. C'est la deuxième fois que j'interviens ici dans ces rencontres. Pour la petite anecdote, j'étais intervenu il y a 2 ans avec Jean-François Marmion de la Revue Sciences Humaines, avec laquelle je collabore également, sur la connerie en politique, qui était un sujet évidemment qui peut susciter le rire, mais qui est tout à fait sérieux et d'une certaine façon, on pourra, je ne dirais pas qu'on va le retrouver aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait partie des choses que Machiavel peut évoquer dans ses livres, même si aujourd'hui, les sujets dont on va parler sont peut-être beaucoup plus graves et, je dirais, jusqu'à un certain point, tragiques, tout en appelant à une forme d'optimisme et d'espoir. Alors, Machiavel en Ukraine. Ce titre appelle quelques commentaires pour expliquer la démarche qui est la mienne ici devant vous. Pourquoi un auteur du XVIe siècle, c'est-à-dire éloigné de notre époque, pour commenter un conflit du début du XXIe qui semble très loin au fond des guerres d'Italie que décrivait Machiavel. D'emblée, on pourrait pointer le risque d'anachronisme, de situation politique et militaire, notamment sur le plan de la technologie, qui n'ont à peu près rien à voir. En fait, c'est un parti pris et une méthode qui est celle de la philosophie politique, de la science politique considérée sous un angle philosophique, dans le sillage de la philosophie telle qu'elle est présentée et défendue ici, et ce sera le cas, je crois, aussi de mon collègue et ami Martin Legros. C'est l'idée d'essayer de lire la politique et les grandes questions internationales avec ce regard de la philosophie politique et de s'aider d'un auteur classique, je reviendrai sur ce terme, pour finalement comprendre les ressorts profonds d'un conflit au-delà et comprendre aussi ses ressorts politiques pour les thématiques qui nous intéressent, liberté, équité, solidarité, indépendamment des considérations d'ordre géopolitique qui sont importantes. Évidemment, lorsqu'on évoque la guerre en Ukraine, on ne peut pas ne pas évoquer des problèmes, disons, de géopolitique liés au territoire, à la prise de territoire, à la prise de terre. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce conflit, davantage, c'est d'étudier les ressorts profonds de l'action politique, de l'action humaine, et d'essayer de débrouiller ce qui relève des circonstances, de la conjoncture, et ce qui relève davantage de la structure, ce qui relève davantage d'éléments très profonds, et profonds sur le plan historique et profonds sur le plan politique et philosophique. Dégager les causes immédiates, les causes profondes, dégager ce qui change et ce qui ne change pas dans la politique. Et c'est ça qui différencie Machiavel, considéré comme un auteur classique, d'auteurs qui ont pu disparaître de l'histoire des idées politiques et qui restent intéressants pour l'histoire des idées, mais dont l'intérêt, comme on dit, est strictement historique. Un auteur lambda, c'est un auteur qu'on relit des siècles après pour des raisons historiques, historiographiques. Un classique, c'est un auteur qui nous parle ici et maintenant et qui reste présent et vivant à notre esprit. C'est le cas de Machiavel. S'agissant de l'Ukraine, eh bien, je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, dans cette guerre, touche, et c'est pas artificiel de le dire, aux 3 notions qui nous intéressent cette semaine dans les rencontres de la pop philosophie. D'abord, la liberté. Là, personne ne sera surpris que j'évoque cette notion s'agissant de l'Ukraine. Au fond, la question qui est posée à travers ce cas, c'est qu'est-ce que c'est qu'être libre? Qu'est-ce que c'est qu'une nation, une cité libre, par rapport à une nation ou une cité qui ne le serait pas? Et il est évident que derrière, en quelque sorte, le dessein ukrainien, le projet ultime, il y a cette question de la liberté politique, de la liberté au sens des anciens, c'est-à-dire d'une participation à un effort commun. Ensuite, l'équité. Se joue aussi à travers cette guerre, et c'est peut-être moins évident, mais ça me semble tout aussi important, une forme d'équité dans la vision qu'on peut se faire du système international. Ce qui est à l'origine de cette guerre, dès 2014, c'est le franchissement de frontières, c'est la transgression de frontières,
Et le fait de se dire que lorsqu'il y a franchissement de frontières, il y a au fond la remise en cause du système international, des équilibres de frontières entre les États, et au fond, un système international qu'on pourrait dire équitable, c'est pas simplement un système où la richesse serait équitablement répartie sur le plan économique, c'est aussi un système où le droit d'être souverain, et donc le droit d'être libre, est valable partout, sans que cela puisse être remis en cause par des stratégies d'agression, comme ça a été le cas de la Russie en Ukraine. Et cette condition sine qua non de l'équité, je dirais juridique en quelque sorte, un incident sur les autres domaines. On le voit par exemple avec l'économie ukrainienne et le développement de cette économie au plan interne et au plan international. On l'a vu à travers la guerre du blé, par exemple, dont l'export est entravé par cette guerre. Solidarité, enfin, je ne sais pas si la chose a été évoquée, si cet auteur a été évoqué, mais justement, dans l'heure qui a précédé en fait, cette conférence, j'ai retrouvé cette référence et je vous la livre. Je travaille toujours jusqu'au dernier moment, mais les conférences, je ne sais pas si j'ai raison. C'est la notion de solidarité des ébranlés. C'est un terme qu'utilise Jan Patočka, le grand philosophe tchèque de la charte 77, et qui est mort d'ailleurs pratiquement sous la torture en 77, qui faisait partie des dissidents tchèques, et de tous ces mouvements donc on a associé à la dissidence par rapport à l'Empire soviétique, et il définit la solidarité des ébranlés comme ceux qui ont souffert d'un ébranlement dans leur chair, dans leurs convictions, et qui se rassemblent par-delà les dogmatismes pour se solidariser concrètement entre êtres humains. Et je crois que ça c'est un élément important de la guerre en Ukraine qui explique d'ailleurs tout cet élan de solidarité qui s'est créé autour de la cause ukrainienne dans beaucoup de démocraties en particulier, comme en France ou ailleurs, avec les réfugiés, des formes d'assistance diverses, c'est de se dire que, bien sûr, c'est une question politique, bien sûr, c'est une question de droit, c'est une question de liberté, c'est une question d'équité, mais c'est aussi fondamentalement un rapport à l'idée qu'on se fait de l'expérience humaine, à l'idée qu'on se fait de l'intolérable, et donc à ce que Patočka appelle la solidarité des ébranlés, c'est-à-dire ceux qui font face à des situations d'urgence extrême qui les incitent à se rassembler. Et donc je voudrais, à partir de là, vous allez me dire, mais tout ce que je viens de dire là, en guise de longue introduction, n'a à peu près rien à voir avec Machiavel. Parce qu'en effet, et ce sera ma première série de remarques, première partie, si vous voulez, pour être un peu plus scolaire, c'est que Machiavel ne présente pas un visage qui défend particulièrement a priori la solidarité ou l'équité. L'idée qu'on se fait a priori de Machiavel, c'est plutôt l'idée du machiavélisme. Machiavel est probablement, c'est un des rares auteurs, je n'en connais pas beaucoup d'autres, qui a donné son nom à un substantif, et a fortiori un substantif qui est péjoratif. Machiavélique correspond grosso modo à ce qu'on pourrait dire comme étant sans foi ni loi, sans morale, sans... Voilà. Il faut aller au-delà évidemment de cette image, comme beaucoup d'auteurs et de commentateurs de Machiavel l'ont dit. Peut-être vous parler de lui, vous dire que c'est quelqu'un qui vit déjà dans un régime républicain, parce qu'il n'est pas né en 1469, mort en 1527, début du XVIe donc, fin XVe, début XVIe. Il écrit début XVIe dans un contexte de guerre d'Italie, et où la République de Florence, qui est donc une république, est en quelque sorte troublée, son équilibre, son intégrité est troublée par la guerre, et il va occuper des fonctions politiques importantes dans les instances républicaines de Florence, au point de devenir, on va dire, un des principaux conseillers du gonfalonier à vie de Florence, équivalent du chef de gouvernement de la République florentine. Donc des fonctions très importantes qui vont conduire à traiter des questions aussi bien internes qu'externes, et en particulier des questions diplomatiques qui vont être envoyées dans de nombreuses missions diplomatiques en France, en Suisse, au Tyrol, à Rome. Et donc va être amené, si vous voulez, pour le dire très simplement, à réfléchir non seulement à la fragilité des cités, à la fragilité de la politique, mais aussi évidemment à la guerre, puisqu'on est dans un contexte de guerre. Sauf qu'au retour des Médicis, Machiavel va être chassé du pouvoir, va être révoqué et emprisonné, puis
mis à l'écart, ce qui va lui permettre d'écrire ses grandes œuvres, je le rappelle. Les discours, il commence par les discours sur la première décade de Tite-Live, qu'il interrompt pour écrire Le Prince, qui est un livre dont il espère qu'il lui permettra de revenir dans la politique à Florence. Ça ne marchera pas, parce que le livre est dédié donc à Laurent II de Médicis. Il espère que Laurent II de Médicis, qui a succédé à Julien, lui donnera un poste. On ne sait pas ce qui va se passer. Il reprend ensuite les discours qui sont achevés en 1520, et puis il écrit d'autres ouvrages connus, donc l'histoire de Florence et l'art de la guerre, qui est son seul ouvrage édité de son vivant. Les autres ne le seront qu'après sa mort et seront rapidement mis à l'index par le pape, parce que parmi les choses contre lesquelles Machiavel s'oppose, il y a notamment, à ses yeux, le pouvoir néfaste du pape et des attaques assez vives contre le christianisme. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la légende noire du machiavélisme va naître, comme l'a bien montré Claude Lefort, le grand philosophe Claude Lefort, qui montre bien qu'en fait, cette réception de Machiavel est liée à cette période qui a immédiatement suivi sa mort. On peut dire, pour résumer, je vais très vite évidemment sur Machiavel, qu'il y a trois visions, trois manières de lire Machiavel. Il n'y a pas un seul Machiavel, c'est ça qui est important. D'abord, on pourrait dire un Machiavel anthropologue de la nature humaine, et qui voit la nature humaine comme extrêmement précaire, belliqueuse, marquée par l'incertitude, marquée par la toute-puissance de la fortune. C'est pas tout à fait le hasard, mais enfin ça y ressemble. Des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, qui gouvernent la moitié, la moitié des choses humaines, nous dit Machiavel. Donc ça, c'est vraiment un élément important, c'est que pour Machiavel, la vie humaine, la vie commune, est toujours marquée par une forme de précarité, une forme de fragilité, une forme d'incertitude qu'il faut en quelque sorte garder à l'esprit. Rien n'est jamais acquis en quelque sorte, ce qui ne veut pas dire que c'est une vision, je dirais, darwinienne avant l'heure, pas du tout. Mais c'est simplement l'idée que la vie humaine est finie et précaire. Deuxième vision de Machiavel, c'est celle qu'on associe au machiavélisme, c'est ce que je rappellerais le moralisme de la transgression. L'auteur qui dit, par exemple, il faut savoir rentrer au mal s'il y a nécessité. Il faut savoir rentrer dans la voie du mal s'il y a nécessité, c'est-à-dire qu'il considère que le mal, ce qui peut être perçu comme étant le mal, en politique, eh bien, peut être fécond, c'est-à-dire peut permettre de trancher les conflits, peut permettre à la cité d'être plus libre, plus efficace, plus juste. Déjà, on voit une sorte d'inflexion, c'est-à-dire que le mal pour Machiavel peut être productif, mais il peut être productif pour ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intérêt général. Et puis, mais c'est vrai que ce Machiavel qui explique à quel point la transgression, dans certains cas, peut être utile, a été plutôt associée à quelque chose de péjoratif. Et puis il y a enfin le Machiavel, qu'on pourrait dire politique, qui est républicain, puisqu'il vit en République, qui défend sincèrement la République, et qui dit, par exemple, et on entre déjà dans notre sujet, mais on y est déjà entré en réalité, qu'il faut donner le pouvoir aux citoyens, notamment qu'il faut faire en sorte que ce soient les citoyens qui défendent militairement la cité et non pas les condottières, ces capitaines militaires, ces capitaines de guerre, comme César Borgia, qui sont mandatés par les cités pour défendre militairement la cité. Une cité libre, une cité authentiquement libre, c'est une cité qui se défend par elle-même. Et c'est une cité par la même occasion qui défend une vision, disons, équitable. Je ne sais pas si le mot ici est pertinent, mais je me soumets à votre appréciation. Une vision équitable de l'engagement républicain. Une cité aussi solidaire, considérée comme un corps politique. On sait à quel point cette métaphore du corps politique sera ensuite travaillée par Rousseau pour montrer à quel point on ne peut pas en quelque sorte diviser les membres de la cité dans la perspective d'une intégrité républicaine. Donc vous voyez, il me semble que ces trois visions de Machiavel, sans même être passées dans le commentaire, disons, de l'actualité internationale et stratégique, je pense que si vous suivez l'actualité politique et internationale, ce qui est le cas sinon vous ne seriez pas là, eh bien, vous voyez d'emblée, je dirais que ces trois visages de Machiavel
ont un intérêt immédiat pour notre sujet. Deuxième série de remarques, donc Machiavel pour interpréter le conflit lui-même. Et puis ma troisième série de remarques, ce sera sur Machiavel pour interpréter la stratégie des acteurs russes et ukrainiens. D'abord, premier élément de ce deuxième volet de la conférence, d'abord peut-être que Machiavel nous aide à remettre au centre l'idée que la guerre fait partie de notre horizon, qui est quelque chose d'assez simple, mais d'assez évident, qui peut sembler évident lorsqu'on voit ce qui se passe depuis 2014, ou plus encore depuis février 2022, lorsqu'on voit, je sors ici du cas ukrainien, ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien, dont on entendait moins parler ces dernières années dans l'actualité, disons, immédiate, mais qui était évidemment très vif, et qui réapparaît à la lumière de ces abominations que vous avez pu observer sur les derniers jours, de part et d'autre. Oui, effectivement, le monde de l'après-guerre froide, ce monde, et a fortiori de l'après 11 septembre, n'est pas pacifié. Cette fin d'histoire, qui n'a jamais été une fin d'histoire en réalité, que Fukuyama avait décrite, n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est vrai que février 2022, ça a été un moment de grande surprise, y compris d'ailleurs, et surtout pour les Occidentaux, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'une invasion militaire de cette envergure pouvait avoir lieu. Et que finalement, la guerre, dans sa dimension la plus brutale, la plus massive et la plus sanglante, la plus meurtrière, pouvait réapparaître dans l'enceinte européenne et aux portes de l'Europe occidentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous incite à regarder de près Machiavel, c'est que Machiavel nous dit, au fond, c'est une citation du chapitre 14 du Prince, je ne veux pas vous la lire, ce serait trop didactique, mais qu'un prince, qu'un gouvernant ne peut pas avoir autre chose à l'esprit que la question de la guerre. Ce qui peut être mal interprété. On peut imaginer que cette phrase de Machiavel peut vouloir dire que la guerre occupe tout l'espace. C'est pas ce que dit Machiavel. Ce que dit Machiavel, c'est qu'au fond, cet horizon indépassable et possible de la guerre doit en quelque sorte préoccuper celui qui gouverne, parce que d'une certaine façon, c'est la situation extrême, c'est l'expérience ultime qui, à un moment donné, doit orienter l'action pour éviter justement qu'elle ne survienne. Et on peut dire que les Européens, jusqu'à un certain point, se sont mis en situation d'aveuglement par rapport à cette hypothèse et cet horizon. L'autre point, c'est que quand bien même les citoyens étaient sortis de cet horizon, les gouvernements eux-mêmes, eh bien, voilà, les stratèges, vous avez mentionné l'Institut stratégique de l'école militaire, de recherche stratégique, bon, j'y travaille plus, en fait, j'ai arrêté de travailler, enfin, j'ai pas dû mettre à jour ma biographie. Mais j'y ai travaillé pendant 6 ans, effectivement, donc c'est un organisme qui est lié au ministère des Armées et qui employait escalité l'universitaire que je suis, donc ça m'a permis effectivement d'être au contact, en quelque sorte, de la toute doctrine stratégique telle qu'elle se produit, et vous pensez bien sûr, et vous avez raison de penser que les stratèges, quels qu'ils soient, avaient envisagé l'hypothèse d'une guerre majeure en Europe. Sauf que, en dépit de ces planifications qui existent toujours, eh bien, la surprise a eu lieu. La surprise stratégique a eu lieu, peut-être parce que politiquement, pour nous, cette surprise n'était pas pensable, n'était pas concevable. Et que le lien que Machiavel fait entre politique et guerre n'avait pas été fait. Deuxième peut-être élément, deuxième leçon, c'est Machiavel en fait place la politique étrangère devant la politique intérieure. C'est-à-dire qu'il considère non pas que l'une est plus importante que l'autre, mais que chronologiquement, on ne peut pas avoir une cité qui fonctionne, une cité qui soit gouvernée, si elle n'est pas en mesure d'être défendue. Ça, c'est sa grande observation des guerres d'Italie, c'est que d'une certaine façon, les philosophes politiques, depuis l'Antiquité, se sont efforcés d'imaginer des régimes politiques
idéaux. Machiavel a cette phrase les écrivains se sont imaginés des républiques. Lorsqu'il parle des écrivains, il parle sans doute de Platon, d'Aristote, il parle sans doute de la philosophie antique. C'est pas vraiment, mais c'est une hypothèse plausible. Et en fait, Machiavel s'oppose en fait à la vision de la philosophie politique classique, consistant à dire que les problèmes essentiels de la science politique, de la philosophie politique, c'est les problèmes intérieurs. Machiavel dit rien n'est possible sans une défense nationale, ce qu'on appellerait aujourd'hui une défense nationale, et sans une politique étrangère. Et donc il y a une sorte de renversement chez Machiavel, une politisation de la question de la guerre et une bellicisation de la politique, qui d'ailleurs peut évidemment très vite tourner à des choses qui peuvent être liberticides. Et au fond, on le voit aujourd'hui à travers la guerre en Ukraine, je crois, c'est que cette guerre, d'ailleurs, montre un intérêt immense des citoyens pour les questions internationales. On le voit aujourd'hui dans un détail, une anecdote, les chaînes d'information continue, je peux regarder LCI, du matin au soir, c'est la guerre en Ukraine, ou aujourd'hui la guerre entre le Hamas et Israël. S'ils font ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un intérêt intrinsèque des citoyens pour les questions de politique étrangère. Et donc il y a une sorte de renversement qui s'est opéré, comme d'une certaine manière dans la pensée de Machiavel, où les citoyens étaient préoccupés jusque-là par des questions, ils le sont toujours bien sûr, par des questions de politique intérieure, mais ils se rendent compte que sans une politique étrangère robuste, eh bien, d'une certaine façon, l'ordre interne est affecté. On le voit à travers les questions d'inflation, qui sont venues, qui étaient bien sûr antérieures à la guerre en Ukraine, mais qui sont devenues en quelque sorte une priorité à la lumière des événements internationaux qui peuvent affecter le prix du gaz, le prix des matières premières, compte tenu du fait que les pays dont on parle sont des pays qui distribuent ces matières premières. Et puis, peut-être le troisième point important, c'est que la guerre en Ukraine fait apparaître, disons, la fragilité ou la faiblesse, voire les impasses de la pensée stratégique des 20 dernières années. Il faut savoir que, là aussi, je reviens un peu à mon expérience au ministère des Armées, puis de façon générale, ce qu'on pourrait appeler le débat stratégique. Vous voyez aujourd'hui à la télévision beaucoup de généraux, de spécialistes de ces questions, plus ou moins d'ailleurs crédibles, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui se disait, grosso modo, avant la guerre en Ukraine, même si les choses avaient pu évoluer déjà avec l'annexion de la Crimée, c'est de dire que l'hypothèse d'une guerre majeure, d'une guerre industrielle, c'est-à-dire avec des armes telles qu'elles sont employées aujourd'hui, une guerre un peu comme la Première Guerre mondiale, avec des tranchées, voilà, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, avec une létalité très importante. On parle aujourd'hui à minima 150 000 morts de chaque côté, et les chiffres qui sont envisagés côté ukrainien, c'est bien plus important, civils et combattants confondus, on parle de 400 000 morts. Certains, alors on ne sait jamais vraiment, mais en tout cas, c'est un conflit qui est extrêmement létal, qui est moins peut-être que la guerre de Corée ou même la guerre du Vietnam, qui ont été très, très létales aussi, et qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, mais tout de même, après la Syrie, on voit qu'on est face à des conflits dits de haute intensité. Or, ce qui avait dominé la pensée stratégique, c'était plutôt l'idée de guerres qui prendraient des formes irrégulières, par rapport au terrorisme par exemple, ou qui prendraient des formes de haute technologie à travers l'usage des drones, à travers l'usage de la cyber-conflictualité, enfin des attaques cyber, des attaques informationnelles. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une guerre extrêmement rustique, notamment côté russe, extrêmement ingénieuse côté ukrainien, compte tenu des moyens qui sont moins importants, en tout cas côté ukrainien, sans parler de l'aide qui est apportée, et une guerre finalement extrêmement rustique, est extrêmement sanglante, qui se combine, et parfois extrêmement élémentaire en fait, et qui se combine avec des éléments de haute technologie comme les drones, comme le cyber, mais en complément de cette rusticité. Et là, Machiavel est intéressant, parce que dans l'art de la guerre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit quelque chose d'intéressant, parce qu'à l'époque, Machiavel vit ce qu'on appelle la révolution des armes à feu, qui est quand même, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas une petite révolution dans l'histoire militaire. Et il dit étonnamment, en fait, c'est pas très important. C'est pas très important cette révolution des armes à feu parce que ça ne change pas ce qui est au cœur
de la conflictualité, c'est-à-dire au fond le thumos, le cœur que les soldats mettent à l'ouvrage. La technologie ne remplace pas la volonté politique et la morale, en quelque sorte, de ceux qui s'engagent, la morale militaire de ceux qui s'engagent dans la guerre. Et ce qui détermine la victoire, nous dit Machiavel, c'est pas en soi l'usage de technologies innovantes, c'est la manière dont ces technologies sont déployées. Et là, c'est étonnant d'ailleurs parce que Clausewitz, le grand penseur de la guerre, grand philosophe de la guerre du XIXe siècle, dira, bien des siècles après Machiavel, que Machiavel est un très bon penseur politique, mais qui n'a rien compris à la guerre. Alors qu'en fait, non. Machiavel a bien. Clausewitz est un penseur très aigu, mais il n'a pas vu, ou suffisamment vu, que Machiavel est un auteur qui a envisagé la centralité politique de la guerre et qu'au fond, les transformations de la guerre, disons, peuvent exister, mais qu'elles ne sont pas déterminantes par rapport à la nature politique. Troisième et dernière série de remarques, on m'a demandé de ne pas faire trop long, et puis c'est très bien comme ça permettra à chacun de s'exprimer et ensuite de discuter surtout. Donc, troisième élément, troisième série de remarques, Machiavel pour interpréter la stratégie des belligérants. En fait, c'est vrai que, bon, j'ai parlé des trois visages de Machiavel. On pourrait, réduire, je ne sais pas réduire à deux, mais en tout cas avoir deux visions principales. Parce que, donc un des grands interprètes de Machiavel, c'est le philosophe Léo Strauss, qui a écrit un livre qui s'appelle Pensée sur Machiavel, dans lequel il décrit Machiavel comme un apôtre du mal. Donc ça renvoie à l'interprétation que j'ai indiquée tout à l'heure. Évidemment, on pourrait être tenté de rapprocher ça de la stratégie russe. Tandis que on verrait plutôt l'Ukraine du côté du Machiavel républicain. Je vais essayer de vérifier cette hypothèse. Je ne sais pas si elle est vérifiée, mais on peut essayer d'examiner ensemble. Effectivement, ce que Machiavel nous dit lorsqu'il évoque la fécondité du mal, c'est une expression ici de Pierre Manant, qui a beaucoup aussi commenté Machiavel, la fécondité du mal, c'est l'idée que, par exemple, on peut utiliser la religion, on peut utiliser le discours religieux à des fins stratégiques. Comme c'est le cas, par exemple, lorsque Machiavel évoque la figure de Ferdinand le Catholique, roi d'Espagne, qui était vu comme quelqu'un de très fervent, et qui, d'une certaine façon, dissimulait la cruauté de sa politique et de ses actes derrière une sorte de ferveur religieuse. Alors évidemment, Poutine semble être loin de Ferdinand le Catholique, en l'occurrence, c'est plutôt Vladimir l'Orthodoxe, mais en l'espèce, c'est intéressant d'observer que Poutine utilise vraiment de façon très étroite, de plus en plus étroite, la légitimité de l'Église orthodoxe en Russie, qu'il en fait un élément de légitimation politique et même morale et éthique, si vous voulez, dans sa politique, en disant que finalement, la guerre qui est menée, c'est une guerre juste au regard de critères qui ne sont pas simplement politiques, mais aussi jusqu'à un certain point religieux. L'autre point, c'est le fait que, évidemment, Poutine me semble être une illustration assez claire de la phrase de Machiavel, le fameux chapitre 18 du Prince, sur lequel j'ai tant travaillé pour La ruse et la force, cet ouvrage que vous avez eu l'amabilité de citer. C'est-à-dire qu'il faut être lion pour effrayer les loups et renard pour éviter les pièges. Le renard, le lion, la ruse et la force. Poutine utilise sans cesse les deux tableaux. Il a progressivement dévoilé sa stratégie à mesure que sa force s'accumulait, mais l'intoxication dont le régime fait preuve aussi bien vis-à-vis d'ailleurs de ses citoyens, surtout vis-à-vis de l'extérieur, est un élément essentiel de la stratégie de Poutine. Que la force et la ruse se combinent aussi bien sur le plan tactique, à travers un certain nombre de méthodes militaires, même si dans le cas de la méthode militaire, la ruse est entravée par le
système militaire russe qui est extrêmement vertical et qui laisse peu de place à l'innovation. Mais surtout sur le plan politique, on voit qu'il y a une manière d'utiliser la tromperie, de dissimuler et de tromper en vue de surprendre. C'est la définition que je donne de la Russe dans ce livre. Dissimuler et tromper en vue de surprendre. Et la force, bien sûr, n'est pas en reste, je l'ai déjà indiqué. Et puis, il y a peut-être un troisième élément qui est la question, évidemment, du rapport aux mercenaires. Je ne peux pas ne pas en parler avec la fameuse affaire Prigojine, dont vous savez qu'il a été, avec ses principaux seconds, liquidé, évidemment, après avoir été au service de Poutine et après, à un moment donné, avoir voulu se mettre à son compte. Sachant que, en gros, Prigojine reflète une opinion qu'on trouve en Russie, qui est une opinion, disons, encore plus à droite que Poutine, c'est possible, c'est-à-dire encore plus virulente. Et Prigojine, à un moment donné, a exprimé une opposition, fort de ses soutiens dans le régime russe, et évidemment Poutine, utilisant là aussi sans doute les méthodes du FSB, enfin les méthodes de son métier originel et de ruse et de force, l'a fait finalement liquider. C'est intéressant de voir qu'ici, Poutine s'est rendu compte que le mercenaire, effectivement, pouvait être peu fidèle et pouvait constituer une faiblesse qui, d'une certaine façon, est un enseignement jusqu'à un certain point républicain, du Machiavel républicain. Ce qui m'amène, peut-être juste une dernière remarque, ce qui m'amène aussi à dire que Poutine a beaucoup joué aussi sur les perceptions. Dans la manière dont il s'est légitimé auprès de la population russe depuis une vingtaine d'années, depuis sa prise de pouvoir, depuis plus de 20 ans maintenant, il y a un certain rapport à l'histoire et à la mémoire russe, qui joue beaucoup sur les perceptions que les Russes ont de leur système, avec Poutine qui est plutôt populaire, même si aujourd'hui il a plus d'opposition sans doute qu'avant février 2022, et surtout vis-à-vis aussi de l'extérieur, notamment des puissances africaines, des États africains qui sans être nécessairement pro-Poutine, ont une certaine admiration pour sa façon d'exprimer un discours impérial qui s'oppose en quelque sorte à un empire occidental incarné par l'OTAN. Cette question des perceptions est fondamentale. Côté ukrainien, d'une certaine façon, on est face à une épure, au sens où, j'évoque ici le chef de l'État, Zelensky, lui aussi joue sur les perceptions, bien sûr. Même si aujourd'hui, on en parlait juste avant avec quelques personnes, c'est vrai que d'une certaine façon, pour le dire, pardon, de façon, j'allais dire machiavélique, pour le dire de façon peut-être un peu clinique, disons que la guerre entre le Hamas et Israël n'aide pas les Ukrainiens, ça c'est certain, puisqu'on parle beaucoup moins du conflit et que Zelensky a beaucoup fondé sa stratégie sur une communication vis-à-vis des populations étrangères, en particulier vis-à-vis des populations occidentales. La manière qu'il a eu de tenir face au coup de boutoir russe a été de prendre à partie les opinions publiques occidentales, ce qui lui a permis d'apparaître comme une figure du commandeur stratégique et politique, une figure du héros, qui d'ailleurs endosse les habits du guerrier pour en quelque sorte montrer la résistance ukrainienne qui est réelle, mais enfin qui dépend aussi beaucoup du soutien occidental. Et si ce soutien occidental venait à disparaître, sans doute que ça aurait un effet sur la conduite des opérations. Donc là, on va dire que Zelensky a beaucoup essayé aussi un maître des perceptions, mais qu'aujourd'hui, on est sans doute à un tournant, même si j'aime pas employer ce terme, mais enfin, on est dans un moment un peu décisif. Évidemment, l'autre point, c'est la figure du citoyen soldat. Au fond, l'Ukraine, pays divisé, pays corrompu, marqué par la corruption, a en quelque sorte, s'est construit, s'est révélé à lui-même comme un pays solidaire, cohérent et uni, plus uni en tout cas qu'avant le début du conflit, y compris à l'est de l'Ukraine, grâce à la guerre. Je me souviens avoir participé à une émission il y a quelques années où j'avais choqué mon interlocutrice, qui est depuis devenue directrice de France Inter, donc Adèle Von Red, dans l'émission Le chemin de la philosophie, où j'avais dit, j'ai écouté ça en préparant la conférence, j'ai dit Poutine a rendu service à l'Ukraine. Ça
l'avait un peu choqué, mais je persiste et signe. C'est-à-dire qu'au fond, Poutine pensait faire tomber l'Ukraine en quelques jours. En réalité, il a permis à la nation ukrainienne véritablement de se construire, de se révéler à elle-même à travers la figure du citoyen soldat. Et puis, peut-être encore un autre enseignement encore plus fort pour nous, c'est que vous savez, cette petite musique qu'on entend depuis quelques années, consistant à dire la démocratie est plus fragile que l'autocratie ou que la dictature, la Russie et la Chine sont tellement plus puissantes que les faibles démocraties américaines ou européennes, regardez l'attaque du Capitole, regardez la montée des populismes, regardez ce qui se passe dans nos démocraties qui semblent se déliter et se dissoudre. Cette description est sans doute en partie vraie. Mais qu'est-ce que nous montre l'Ukraine? C'est que militairement, contrairement à une idée reçue, la démocratie peut être plus forte que les régimes autocratiques ou tyranniques, voire totalitaires. Aujourd'hui, en matière de renseignement, par exemple, c'est une question très concrète, le renseignement russe est bien moins efficace que le renseignement ukrainien, qui est un renseignement décentralisé, où les citoyens informent au quotidien les forces ukrainiennes, qui sont d'ailleurs pour l'essentiel formées de citoyens en uniforme, pour employer l'expression de Raymond Aron à propos de la Première Guerre mondiale. Et donc ça, c'est important, c'est de se dire que la démocratie peut être forte, elle peut se défendre. Idée d'ailleurs exposée par Raymond Aron, dont on fête les 40 ans de la mort cette année, et qui défendait cette idée que la démocratie peut se défendre contre les agressions et contre des modèles qui ne sont pas démocratiques. Je conclurai sur la question de la Russie, même si je pourrais conclure sur cette question de la démocratie, ce serait tout aussi bien. La Russie ukrainienne existe aussi bien au plan tactique, dans la manière d'éviter d'être envahie, qu'au plan politique, dans la façon de jouer sur les perceptions. Et en fait, cette ruse du faible, parce que la ruse est souvent l'arme du faible, eh bien on se rend compte, cette ingéniosité des Ukrainiens, dans un contexte où ils sont pas sans doute toujours équipés comme ils le devraient, c'est un enseignement extraordinaire face à une force russe extrêmement rustique, extrêmement imprécise, où là, effectivement, l'ingéniosité et l'intelligence disparaissent. Et la question qui se pose à travers la guerre, c'est non seulement de savoir si c'est la démocratie ou les régimes autoritaires qui vont l'emporter, mais si c'est l'intelligence ou la connerie qui l'emportera. Merci beaucoup. J'espère que ça va en termes de timing, Jacques. On va faire une question peut-être. Je me demandais si la scénarisation très intéressante, au final, c'est un peu le machiavélique contre le machiavélien, si je comprends bien. Ouais. Et qui est plus fort? J'ai essayé de dire que c'était le machiavélien. D'accord. C'est plutôt mon hypothèse. En tout cas, je veux dire, il y a à la fois l'analyse clinique qu'on peut avoir de la chose et la conviction politique qu'on peut avoir. Mon analyse, là on rejoint Raymond Aron. L'analyse de Raymond Aron, c'est plutôt que être machiavélien, c'est mieux que d'être machiavélique, que le machiavélique perd à la fin, parce que politiquement, il y a un truc qui ne va pas dans le machiavélisme. Donc voilà, donc c'est parce que d'une certaine manière, le machiavélien est plus rationnel que le machiavélique, parce qu'il est davantage marqué par une forme de prudence, par une forme de conséquence aussi, eh bien il l'emporte à la fin. Je veux y croire. Mais est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne veux pas céder au pessimisme de ceux qui pensent, par exemple, que la Russie et la Chine ont des systèmes plus efficaces et plus pérennes que les démocraties. Je n'y crois pas. Est-ce que c'est pas une histoire de valeur aussi? C'est-à-dire Justement, entre le machiavélique et le oui, c'est avant tout une histoire de principe, de valeur. Après, le terme de valeur est un terme complexe à manier, mais de principes contre lesquels on ne peut pas déroger. Je pense que j'ai évoqué tout à l'heure en commençant la question de l'intolérable. Lorsqu'on a et encore une fois, des crimes de guerre peuvent survenir de part et d'autre. Si on est complètement honnête, les Ukrainiens peuvent être amenés dans certains cas à commettre ce qui relèverait du point de vue du droit, du DIH, du droit international humanitaire, aussi de crimes de guerre. Simplement en termes de proportions documentées, aujourd'hui, documentées
par les instances internationales, puisque vous savez qu'il y a des missions de l'ONU visant à documenter les crimes de guerre en Ukraine, on est quand même assez clair sur le fait que c'est les Russes qui non seulement ont commis les premiers, mais surtout ont commis en masse un certain nombre de crimes de guerre. Donc oui, c'est une question de principe, c'est-à-dire qu'au fond, un seul principe, ce serait celui de se dire que la seule vraie guerre juste, on a beaucoup évoqué cette question depuis une vingtaine d'années, c'est la guerre consistant à se défendre. À se défendre. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur cette guerre en Ukraine, mais on ne peut pas dire que les Ukrainiens sont à l'offensive. Ce sont eux qui se défendent. Sur le plan militaire et sur le plan de ce qu'on peut documenter ensuite, sur le plan, je dirais, de l'analyse juridique, parce que là, ici, le droit est quand même un outil qui est à notre disposition pour faire la part des choses entre ce qui est légal et légitime, et ce qui ne l'est pas. Et il me semble que là, en l'espèce, mais en réalité, la question se pose depuis la Crimée, lorsqu'on a un territoire qui est annexé, relève d'une inacceptable, de l'intolérable. Le problème étant que les Européens n'ont pas été fidèles à leurs principes en laissant faire, en fait, et en considérant que les accords de Minsk pourraient suffire, alors qu'en fait, ils n'ont été respectés par personne, aussi bien par les Ukrainiens que par les Russes. Là aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas que les Russes qui n'ont pas respecté les accords de Minsk, les Ukrainiens aussi. Mais peut-être parce que tout simplement, pour les Ukrainiens, d'une certaine façon, et pour les Russes, la guerre était là depuis 2014. Moi, je suis allé en Ukraine en 2017. Je me souviens avoir fait un topo sur la pensée stratégique. Je me dis, bon, tout ça, c'est bien intéressant, mais en fait, on est en guerre là. Et donc, voilà, ça m'a fait reconsidérer les choses. Et c'est là qu'il y a eu une erreur d'appréciation et une erreur par rapport à nos principes. C'est que, d'une certaine façon, je ne sais pas si ça aurait été différent si on était intervenu plus fortement en 2014, mais en tout cas, la prise de conscience aurait été préférable de l'avoir plus tôt. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Martin Legros sur un mouvement qui est peut-être pas très connu, le solidarisme.